L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a laissé 10 millions de dollars, 10 voitures et plusieurs propriétés à ses héritiers, selon le détail de ses biens rendus publics ce mardi dans la presse d'État. Le président du parti LIDE a confirmé l'expulsion de sa conseillère exécutive Nathalie Nyombe, qui avait multiplié ces derniers jours les attaques contre la gouvernance politique et économique en Côte d'Ivoire. Et puis le chef de la délégation de l'Union européenne a été reçu ce mardi par le chef du gouvernement burkinabé. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire du pays. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Umaro Sissoko Embalo et Nuno Nabiam ont scellé leur alliance en vue du second tour de la présidentielle bissau-guinéenne. Les deux hommes ont officialisé leur accord à Dakar ce mardi après-midi. Les grandes manœuvres en vue du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, prévues le 29 décembre prochain, vont bon train. Arrivé deuxième au premier tour, Umaro Sissoko Embalo a reçu ce mardi le soutien du candidat en troisième position, Nuno Nabiam. Les deux hommes ont officialisé leur accord à Dakar. Nuno Nabiam, qui avait reçu aussi une demande de soutien du PAIGC majoritaire au Parlement, a fait son choix. J'annonce publiquement mon soutien conditionnel à Umaro Sissoko Embalo. Nous voulons un candidat qui puisse rassembler. On ne peut pas avoir un parti qui gouverne tout. Nous avons besoin d'un partage du pouvoir pour que nous puissions tous participer à la construction du pays, a-t-il déclaré. Les électeurs du parti APE de Nuno Nabiam suivront-ils leur leader pour Umaro Sissoko Embalo? En tout cas, c'est un soutien de poids. Les élections, c'est statistique, avec le soutien des numéros 3, 4 et 5, on a gagné les élections. Umaro Sissoko Embalo, qui a obtenu 27% des voix, sera opposé à Domingo Simões Pereira du parti historique PAIGC, largement en tête du premier tour avec 40%. Tous deux espéraient le soutien de Nuno Nabiam, qui avait recueilli 13% des suffrages. Ce sont deux anciens premiers ministres qui se retrouveront donc pour le second tour prévu le 29 décembre. Au Gabon, Brice Lacruche Alionga, l'ex-directeur de cabinet du président Ali Bongo, a été interpellé ce mardi dans le cadre d'une opération anti-corruption. Son interpellation intervient alors qu'il a été écarté du gouvernement lundi après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais. Un mois plus tôt, il était encore considéré comme l'homme fort de la politique gabonaise. Directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba depuis 2 ans, il avait vu son rôle augmenter considérablement depuis octobre 2018, quand un accident vasculaire cérébral avait affaibli le chef de l'État. Mais la descente aux enfers a été brusque. Brice Lacruche Alionga a été interpellé ce mardi après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais, puis écarté du gouvernement, et après avoir vu plusieurs de ses proches arrêtés dans le cadre d'une opération anticorruption. Lundi soir, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre gabonais a souligné l'importance de s'entourer d'hommes et de femmes alliant compétences, expérience, intégrité et loyauté avant de présenter un gouvernement dont Lacruche, comme plusieurs de ses proches, sont désormais absents. L'opération anticorruption lancée à la mi-novembre a conduit à l'arrestation d'autres personnalités proches de Brice Lacruche Alionga. Elle intervient après la disparition en 2 ans de 85 milliards de francs CFA. Plusieurs avocats des personnes interpellées ont dénoncé une vendetta politique, poussant le Premier ministre à affirmer le 25 novembre dernier sur Twitter que l'arrestation en cours n'était ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte. Je l'annonçais en titre, l'ancien président Robert Mugabe, décédé en septembre dernier, avait sur son compte bancaire une somme équivalente à 10 millions de dollars américains. Il avait également acquis plusieurs biens immobiliers dans la capitale, Harare. Les rumeurs sont nombreuses sur l'étendue de la richesse de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe. Sa famille, qui avait jusqu'à jeudi pour déclarer et enregistrer ses propriétés devant la haute cour d'Harare, l'a finalement fait ce mardi. L'ancien président Robert Mugabe a laissé 10 millions de dollars, 10 voitures et plusieurs propriétés à ses héritiers.
Mais le doute persiste sur l'étendue de ses avoirs. On ne peut pas faire confiance à cette déclaration, tranche le spécialiste Pierre Pigou, pour qui l'opacité à la tête du Zimbabwe ne permettra jamais de connaître l'ensemble de l'héritage de Mugabe. Doute renforcé la semaine dernière lorsque le président Emmerson Mnangagwa assurait que Robert Mugabe possédait 23 fermes. La plupart auraient été transférées sur le compte de ses enfants fin octobre, une information confirmée par le membre de la famille dans la presse. Pour un syndicaliste, c'est vers l'étranger qu'il faut regarder, en l'occurrence les appartements des Mugabe à Dubaï, à Johannesburg et à Singapour, lieu de son décès il y a 3 mois. Décédé à l'âge de 95 ans, Robert Mugabe n'a pas laissé de testament. Les autorités zimbabwéennes ont été obligées de nommer cette semaine une personne en charge de la gestion de ses biens. Sa seconde épouse, Grace Mugabe, et ses 4 enfants devront hériter des biens de l'ex-président selon la loi zimbabwéenne. Dans la soirée de ce lundi, la Côte d'Ivoire a expulsé Nathalie Nyambe, conseillère exécutive du parti politique l'IDE créé par Mamadou Coulibaly, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a d'ailleurs confirmé l'information. Plus de précisions à travers ce reportage. La militante suisse-camerounaise Nathalie Nyambe du parti d'opposition ivoirien l'IDE a été expulsée de Côte d'Ivoire. Cette expulsion intervient quelques semaines après son intervention contre la France-Afrique à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Elle n'a pas mâché ses mots en donnant son point de vue sur les rapports qu'entretiennent les pays de l'Afrique francophone avec la France. Nathalie Nyambe avait ouvertement et sévèrement critiqué la France de contrôler les pays d'Afrique francophone. C'est donc assistée de son avocat qu'elle s'est rendue au poste de police d'Abobo pour être entendue par les autorités de la police. Après l'audition, elle a été envoyée à la direction générale de la police où elle a reçu un arrêté d'expulsion du territoire ivoirien pour activités incompatibles avec l'intérêt national. Nathalie Nyambe a été ensuite mise dans un avion pour Zurich, en Suisse. D'après Mamadou Coulibaly, chef de file du parti l'IDE, dont elle est membre, on lui reproche d'être une étrangère qui fait de la politique en Côte d'Ivoire, un peu trop critique envers les autorités, ce qui serait un trouble à l'ordre public. Le chef de la délégation de l'Union européenne a été reçu ce mardi par le chef du gouvernement burkinabé. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire du pays. L'Union européenne consolide son soutien matériel à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Selon Wolfram Vetter, l'ambassadeur de l'UE au Faso, des unités d'élite des forces armées sont en formation et seront bientôt déployées dans certaines régions. Les premières unités sont déjà sur le front de la lutte contre le terrorisme. Elles étaient au combat et ont pu résister aux attaques contre 2 détachements militaires dans la nuit du lundi à mardi, même si on déplore la mort de 3 soldats, souligne le chef de la délégation de l'Union européenne. Selon l'état-major des armées, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et des armes et munitions saisies au cours de la riposte. L'ambassadeur Wolfram Vetter a également rassuré que d'autres unités seront formées, équipées et déployées dans le nord de la région de l'Est, où les groupes armés sont de plus en plus actifs. Des véhicules blindés sont déjà arrivés et ils seront remis aux forces armées burkinabè, a dit le chef de la délégation de l'Union européenne. Avec le chef du gouvernement burkinabé, il a été également question de la recherche d'autres partenaires comme la Russie, la Turquie et les pays du Golfe qui peuvent jouer un rôle important dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, a insisté le chef de la délégation de l'Union européenne. 2 soldats maliens ont été tués ce lundi et 7 autres blessés par un engin explosif improvisé dans le centre du pays en guerre, non loin de la frontière du Burkina Faso, a annoncé l'armée malienne dans la nuit. Depuis novembre 2019, au moins 4 soldats maliens, 2 soldats burkinabés et 1 soldat français ont été tués par des mines artisanales. Les civils ne sont pas épargnés.
L'explosion s'est produite en milieu de journée à Diougani, dans la région de Mopti, a indiqué l'armée sur les réseaux sociaux, sans donner davantage de précision. Le Mali, et en particulier les confins du Burkina Faso et du Niger, sont en proie à une dégradation sécuritaire et une propagation du djihadisme qui alarme la communauté internationale, malgré la présence de forces françaises, onusiennes et africaines. Le conflit au Sahel a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. En dehors des attaques contre les forces armées ou les populations civiles, la pose de mines artisanales le long des principaux axes de communication par les djihadistes provoque des dizaines d'explosions chaque année. Depuis novembre 2019, au moins 4 soldats maliens, 2 soldats burkinabés et un soldat français ont été tués par des mines artisanales. Aussi bien les civils ne sont pas épargnés par ces pièges à hommes. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de rester fidèles à la revue de presse Afrique sur Sika. Au Sénégal, le débat sur la possibilité ou non pour le président Macky Sall de briguer un troisième mandat continue d'alimenter l'opinion. L'AS affiche en titre « Troisième mandat présidentiel, Macky entretient le flou ». Sud Quotidien sur la même actualité, débat autour du supposé projet de troisième mandat présidentiel, Macky fait dans le flou. Ce qui est étonnant, c'est que pour un président élu, on pose déjà le débat du troisième mandat. Ce que je dis à mes amis politiques, c'est concentrons-nous pour faire de ce mandat une réussite. Le Témoin constate pour sa part que le débat n'a pas lieu qu'au Sénégal. Troisième mandat, Macky et Ouattara dans le clair-obscur. Enquête préfère s'intéresser à une autre actualité du moment au Sénégal. Verdict aujourd'hui, affaire des talibés enchaînés de NDH, tension interethnique. En Côte d'Ivoire, l'actualité est tout aussi fournie. Fraternité Matin affiche en titre « Lutte contre le terrorisme dans l'UEMOA, les chefs d'État créent un fonds régional de sécurité ». Le Jour Plus revient sur une autre actualité du moment, expulsion de Nathalie Yamb. Voici toute la vérité, des révélations sur les 3 passeports de la collaboratrice de Mamadou Koulibaly. Le Nouveau Courrier préfère et affiche en titre « Situation sociopolitique, Gbagbo se prépare à frapper fort ». Autre titre avec le même journal, menace de poursuite contre l'ex-chef de la rébellion, El Hadj Mamadou Touré, le procès de la rébellion va couler le régime. Soro fait des révélations sur les djihadistes. Le Nouveau Réveil, affaire CEI, modification de la Constitution avant la présidentielle, 8 universités construites, Gekawe répond aux contre-vérités du président de la République. Au Cameroun, l'actualité est tout autant riche et variée. Cameroun Tribune affiche en manchette « Loi de finances, les mesures phares pour 2020 ». Mutation à présent, RDPC, embargo sur les listes. Englué dans d'interminables batailles liées aux investitures, le parti au pouvoir ne communique pas sur ses candidatures législatives et municipales et s'en remet à Elekam. L'œil du Sahel fait cas des affres du terrorisme contre les populations. Mayo Sava, 7 morts dans 3 attaques de Boko Haram. Le Jour sur une note plus sportive, Cannes 2021, question autour de la reprise du chantier d'Olembe. La suite des travaux a été officiellement confiée hier à l'entreprise canadienne Magil, en l'absence des responsables de Piccini, entreprise italienne dépossédée du chantier par l'État. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.